Le droit de la femme au Moyen-Âge est plutôt difficile à définir. En effet, les droits diffèrent en fonction du nord et du sud du royaume de France, et cette période s'étend sur 1000 ans. Il n'est pas rare d'entendre la formule « Tu ne voudrais quand même pas retourner au Moyen-Âge ». Nous avons une idée d'un Moyen-Âge sombre et sans progrès, où la population mourait constamment de faim ou de maladie. Même si le Moyen-Âge n'était pas parfait, et de toute façon aucune époque ne l'est, il faut dissocier le fantasme de la réalité, et il faut reconnaître qu'il n'est pas la noirceur et l'obscurantisme que nous imaginons. Institutionnellement, la femme est inférieure à l'homme. Cela nous vient directement de la Bible, Ève ayant été créée après Adam, Ève ayant mordu la pomme en premier, la femme doit soumission et obéissance à son mari. Cependant, il est également écrit que l'homme doit respect et protection à sa femme et qu'il se doit de l'aimer comme il s'aimerait lui-même. Hommes et femmes ne sont pas sur un pied d'égalité. La femme, considérée comme fragile de par sa condition physique, mais ils ont l'un envers l'autre des devoirs, la femme d'enfanter et de s'occuper de son mari, le mari de subvenir aux besoins de sa femme par son travail et de la protéger. La société s'articule alors autour de la famille et non de l'individu comme nos sociétés modernes. Et le droit est composé de privilèges accordés à tous en fonction de leur statut, de leur travail ou de leur rang dans la société. Au Moyen-Âge, le terme privilège n'est pas péjoratif, car ils sont, en principe, des garanties contre les abus de l'autorité royale ou seigneuriale. C'est une bien belle théorie que celle de la femme soumise et obéissante, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. En analysant encore une fois les textes historiques et en lisant les différentes histoires médiévales, l'on se rend compte que les femmes étaient loin d'être toutes soumises à leur mari ou aux hommes en général. Mais pour pleinement comprendre la réalité de la condition féminine, il faut déjà distinguer plusieurs statuts qui sont celui de la femme paysanne, la femme des villes, la femme noble et enfin la religieuse. Nous allons aujourd'hui aborder le statut de l'épouse noble, autrement appelée dame, à travers l'histoire de la tristement méconnue Duoda. Née vers 800, elle est une aristocrate de l'époque carolingienne, épouse du marquis Bernard de Septimanie. La Septimanie correspondant à l'actuelle région du Languedoc-Roussillon, le marquis fut également comte de Barcelone et comte de Toulouse, sous le règne de Charlemagne, Louis Ier dit le Pieux, et finalement Charles II dit le Chauve. C'est dans une période de profonde division du royaume de France, où les nobles sont très exposés car c'est à eux qu'il revient de faire la guerre, que Duoda va écrire un traité d'éducation destiné à son fils, Guillaume de Septimanie. C'est à la naissance de son deuxième fils Bernard qu'elle est forcée de se séparer de lui ainsi que de son fils Guillaume, et de rester à Uzès, pour, d'après ses écrits, défendre les intérêts de mon seigneur et maître Bernard, et enfin que l'aide que je lui dois dans la marche et dans bien des régions ne se détériora pas, je me suis lourdement endetté. La marche désigne la frontière politico-militaire de l'Empire carolingien dans la partie orientale des Pyrénées. Régine Pernoud, historienne archiviste, nous dit qu'il est fort probable qu'elle soit, comme beaucoup de femmes nobles de l'époque, je cite, intervenue de façon active dans l'administration et la défense du fief, en l'absence de son époux et de ses deux fils. On observe donc ici une femme lettrée et instruite, qui mène les affaires de son mari en son absence et emprunte de l'argent librement pour lui venir en aide. Cela tord le cou à bien des préjugés. Il n'était d'ailleurs pas rare que les dames gèrent les affaires comme l'a fait Duoda, en l'absence de leur mari. Elles étaient alors pleinement responsables du domaine, de ses habitants, et si le domaine était attaqué, elles s'occupaient du militaire, dirigeaient les troupes et en cas de siège, elles étaient nombreuses à venir en aide sur les remparts. Les exemples abondent lors de la guerre de 100 ans. Nous avons Athénaïs de Créqui, qui à la mort de son mari vers 1360 se déguisa en homme et recruta des soldats afin de le venger, ou encore la guerre des deux Jeannes, opposant Jeanne de Penthièvre et Jeanne de Flandre sur une histoire de succession qui dura de 1341 à 1364. La dame du Moyen-Âge se doit de tenir la maisonnée et n'est donc pas une boniche. Elle doit être ferme, se faire respecter et être responsable. Mais revenons-en à Duoda. Elle commence à écrire son manuel de 73 chapitres en l'absence de son mari et de ses fils de 841 à 843 en latin, qui est la langue des gens cultivés. Elle le rédigera entièrement et on constate tout au long de l'ouvrage le profond attachement qu'elle porte à la Bible et aux préceptes chrétiens. Il est impossible de comprendre la femme du Moyen-Âge sans prendre en compte sa conception dans la religion chrétienne. Et bien que cela semble vieux jeu ou rétrograde pour nous, ce n'en est pas moins la réalité de l'époque. La religion occupe une place beaucoup plus importante dans la société et dans le cœur des gens, leur moralité et leurs actes étant définis par cette dernière. Elle lui enseigne la compassion, l'entraide ou encore l'amour de Dieu et de ses semblables, et à combattre l'arrogance, la luxure ou la colère.
c'est dans une approche positive et non autoritaire que Duoda enseigne à son fils la grandeur d'âme et le courage. À travers une poésie mémotechnique et des énigmes arithmétiques singuliers, elle lui transmet des valeurs bibliques telles que la foi, l'espérance et la charité, l'encourage à la prière et à la spiritualité. Elle écrira, selon les dires des docteurs, on reconnaît 2 naissances en chaque homme. Une charnelle, une autre spirituelle. Mais la naissance spirituelle est plus noble que la naissance charnelle. À ces 2 naissances correspondent les 2 morts, la première par laquelle passe tout homme, la seconde qu'il peut éviter. Qui vaincra ne sera pas atteint par la seconde mort. Bien que les femmes de la noblesse étaient instruites, Duoda était extrêmement cultivée, au point de donner du fil à retordre à ses traducteurs. Elle cite en effet plusieurs fois du grec et de l'hébreu et en tire des conclusions étymologiques. Même si son œuvre est imprégnée de la Bible, elle n'est pas sa seule source pour autant, car elle cite Prudence, un poète du Moyen-Âge, Saint Augustin, Grégoire le Grand, Donat ou encore Isidore de Séville. Mais Duoda n'était pas qu'une érudite plongée dans les livres. Elle est aussi une fine observatrice de la vie qui l'entoure. Elle aborde les jeux de société de son siècle, mais également les métiers des artisans, comme l'orfèvrerie, qu'elle décrit en disant « Ceux qui travaillent les métaux, lorsqu'ils entreprennent d'étendre l'or pour l'appliquer, attendent le jour et les temps convenables et opportuns, l'heure et la température voulue, de telle façon que l'or utilisé pour cette décoration, brillant et étincelant parmi les plus splendides métaux, prenne un éclat encore plus vif. » Nous ne connaissons malheureusement que bien peu de choses sur la vie de Duoda. Nous n'avons aucune trace d'elle après la rédaction de son manuel, qui est la dernière trace que nous ayons. Il est donc impossible de savoir comment et quand elle est morte, ainsi que de savoir où est sa tombe. Son mari et son fils furent exécutés pour trahison par Charles le Chauve en 844 et 849. Guillaume n'avait pas encore 24 ans lors de sa décapitation. Son fils Bernard, quant à lui, est vraisemblablement Bernard Plantevelu, père de Guillaume le Pieux, à qui l'on doit l'abbaye de Cluny, fondée en 910. C'est à Guillaume le Pieux que reviendra l'ouvrage de sa savante grand-mère. L'abbaye de Cluny a donc été construite par un homme ayant été indirectement éduqué par une femme. Duoda signe avec son œuvre « Manuel pour mon fils » le plus vieux traité d'éducation que nous possédons aujourd'hui, bien avant Rabelais et Montaigne. Au-delà de la pédagogie, elle écrit également sur des questions politiques, administratives et judiciaires. Méconnue du grand public et même généralement peu connue des historiens, un lycée à Nîmes porte néanmoins son nom. On retiendra que Duoda était une femme intelligente, extrêmement instruite et dévouée à sa famille, ce qui contraste totalement avec la vision que nous avons généralement de la femme médiévale. Si le statut des femmes au Moyen-Âge vous intéresse, je vous conseille de consulter les travaux de Julie Pilorget, qui a fait une thèse sur le droit des femmes à la fin du Moyen-Âge, ainsi que le livre de Régine Pernoud, Femmes au temps des cathédrales. Je vous mets les liens en description. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt.